Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et ce soir, avec nous, les chroniqueurs, pour parler de l'actualité à la Martinique, actualité assez brûlante sur certains sujets. Avec nous, donc, je commence par Christian Husselier. Merci Christian d'être avec nous, ça va? Bonsoir, ça va, très bien. Oui, fouet. Voilà, ça... Ben, faut essayer de faire illusion à l'extérieur, tu vois. Très bien, merci beaucoup. Michel Branchi, le rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, effectivement, je crois que nous avons besoin de rationalité dans cette période d'émotion et d'excitation. Et nous avons surtout besoin de vérifier les informations qui circulent de façon à participer à l'éducation citoyenne de nos compatriotes. Alors l'excitation, est-ce que c'est l'approche de Noël qui fait... Tu parles d'excitation pour la Noël? Pour les chantiers de Noël qui ont commencé? Ah oui, alors j'ai vu que les publicités concernant le jambon de Noël ont déjà commencé. Approche-toi un peu du micro, s'il te plaît. J'ai vu... D'ailleurs, malgré le combat contre la vie chère, les Martiniquais s'apprêtent à sacrifier à leur tradition. Bon, c'est une bonne chose d'ailleurs. Le chantier Noël est une tradition antillaise et les groupes de chantier Noël se préparent à fêter leurs armes. Ben oui. Mais je suppose que toi, tu connais ça. Oui. C'est vrai, avant ça commençait bien plus tard, mais là, dès le lendemain de la Toussaint, oui, c'est parti. Alors je trouvais que c'était un peu tôt. Oui. Je trouvais que c'était un peu tôt. Mais c'est court en même temps, parce que ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi à peu près. Ouais. Donc les groupes profitent. Bonsoir Mathieu, ça va? Bonsoir Mano, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Ravi d'être parmi vous ce soir, en tout cas, de passer ce moment avec vous. Merci Mathieu Cordémy. À côté de Mathieu, donc bonsoir Karine Thérèse, ça va? Bonsoir Mano, bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça va très bien, merci. Toujours souriante hein, pour agrémenter un peu le plateau avec tous ces messieurs. Merci beaucoup. Donc c'est une lourde tâche. Alors, que faut-il retenir de la visite de François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer en Martinique? Est-ce qu'on pourrait commencer par ça hein? Le ministre qu'on disait qu'il ne serait pas venu, finalement qui est venu, mais qui après 4 jours, repart aujourd'hui, je crois. Oui, aujourd'hui. Jeudi. Donc, est-ce que cette visite a apporté quelques éclaircissements sur ce qu'on a signé à la CTM, est-ce qu'il y a eu des annonces intéressantes? Tu as suivi ça pour le journal Justice, Michel? Nous avons tenu notre comité de rédaction, comme d'habitude, le jeudi matin de justice. Nous avons échangé et nous avons constaté que le ministre a une approche globale qui recoupe un petit peu celle que nous avons depuis plusieurs semaines défendue dans justice. C'était de l'idée qu'il faut premièrement prendre des mesures d'urgence pour soulager la partie de la population qui souffre le plus de la vie chère. Je ne reviens pas, 27% en dessous du seuil de pauvreté, les retraités, les familles monoparentales, etc., etc. Et que par conséquent, il faut effectivement baisser les prix. Et puis deuxièmement, que l'idée, alors il n'a pas dit avec le même vocabulaire, mais l'idée quand même, alors il manque des précisions. Alors Ce que nous voyons à l'écran, c'est le journal de cette semaine, Michel? C'est ça, d'accord. Oui. Alors, sur la première partie, notre critique sur cette première partie, sur le fameux protocole d'objectifs et de moyens, c'est qu'il y avait beaucoup d'engagement, mais pas de dispositions contraignantes. Par exemple, on dit qu'on va
contrôler, on va geler les manches, mais on ne dit pas quel est le niveau des manches. Et à quel niveau il faut fixer les manches. Et puis, si quelqu'un peut me dire, ici en Martinique, quel est le niveau des manches de la grande distribution, je lui donne une sucette, un sucre d'orge. Bien. Bon, parce que personne, et l'État le premier, ne sait pas quels sont les niveaux exacts de marge. Bien. Bon, Christian, alors, ah ça oui. c'est la première question. Et puis la deuxième question, je ne vais pas trop développer. La deuxième question, c'est que la vie chère, c'est la partie émergée d'un dysfonctionnement structurel et qui vient depuis l'époque de Colbert, depuis le pacte de l'exclusif. Bon. Et qu'on le retrouve d'ailleurs, je l'ai dit la semaine dernière, on le retrouve dans les pays caribéens, puisqu'ils ont été façonnés sur le même modèle. Bon. Et par conséquent, il faut prendre des mesures structurelles pour rendre la Martinique moins dépendante de l'extérieur, moins dépendante du modèle de consommation français et européen, parce qu'en plus, nous adoptons, et même à outrance, je dirais bien à outrance, le mode de consommation européen. Bon, par exemple, je vais prendre un exemple. Pourquoi faut-il ici qu'il y ait 30 marques de voitures? Il n'est pas possible qu'il y ait des stocks de pièces détachées pour 30 marques de voitures. Oui. Non, mais c'est dans un petit marché comme celui-là. Mais nous avons Skoda, nous voulons avoir, etc. Nous voulons BMW, bon, depuis longtemps. Nous voulons avoir MG. C'est pour que ça a des difficultés. Nous voulons avoir. Maintenant, on a sorti Jeep Avenger. Oh, j'ai bien au courant, Michel. Mais je regarde la publicité. Jeep Avenger. Alors, il faut que nous disions ça. Ben et oui, si nous pas disons ça, Et la dernière, Mercedes. Et puis, Il y a 3 Mercedes comme ça à la Martinique. Bon. Je ne vais pas les citer, qui les a. mais Bon, bon. alors, il est évident que tu ne peux pas avoir les pièces détachées pour tous ces modèles de voitures en stock. Ben oui. Ce n'est pas possible. Et quand tu as Alors. une panne, qu'est-ce qu'il fait le concessionnaire? Il le commande par avion, et puis il te facture. Mais bien sûr. Il te facture le transport par avion. Alors, on fait tourner un petit peu, Michel, on va en revenir sur Donc- tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'il Bon, faut voir. voilà. Alors, le ministre a dit il va prendre des mesures. Il a repoussé le SIOM, qui devait, d'après ce qu'on savoir, avoir lieu en janvier-février, comité interministériel de l'outre-mer. Il a repoussé le SIOM au mois de mars. Bien. Bon, alors, est-ce que c'est une esquive pour ne pas passer aux actes? Ou est-ce que c'est vraiment pour, comme il le dit, mieux préparer et les mesures? Ça, Ok, l'esquive, on verra ça tout à l'heure, parce qu'apparemment, il y a du karaté dans l'air en ce moment. Donc, on parlera d'esquive tout à l'heure. J'ai vu ça chez le préfet. Alors, Christian, qu'est-ce que tu penses de la venue du ministre? Et il repart en nous laissant quoi? Bon, moi je vais être plus court. Ça me gêne toujours, quoi. Vraiment d'assister à ce genre de ballet régulier. Bon, je ne vais pas employer cette expression-là, ballet, pour dire c'est tout le temps nul, ils viennent, ils repartent, ils viennent en vacances, enfin comme on dit, c'est pas ça. Mais le fait que nous sommes dans une situation statutaire, politique, culturelle, où nous sommes soumis au fait d'attendre la venue de quelqu'un de 8000 km pour, avec nous dire je vais vous accorder ça, non, pas ça, oui, ça, comme ça, pas ceci, cela, avec, hélas, c'est pas une question de couleur, pour moi, de race, je suis vraiment antiraciste à fond, mais à chaque fois, c'est quand même quelqu'un d'origine européenne qui vient dire aux néocolonisés que nous sommes, élus pourtant représentants du peuple martiniquais,
voilà, en tant que responsable, que finalement maître du gouvernement et des fonds publics, voilà ce que j'autorise, voilà ce que je n'autorise pas, etc. Ça me gêne au plan de l'image. Ça me dérange. Je regrette qu'au XXIe siècle, nous ne soyons pas déjà dans une autre situation, quel que soit le statut de la Martinique, dans une autre situation de respect de nous-mêmes, quoi. Bon, la deuxième chose, c'est la forme. Le ministre vient dans une situation compliquée de crise. Certains disent de crise semi-insurrectionnelle, moi je ne crois pas du tout. Mais bon, il y a une crise évidente, importante, avec tout ce qu'on sait, tout ce qui s'est passé depuis le 1er septembre. Si bien que ça débouche sur une question ponctuelle, là, d'arrestation du représentant de la principale association qui a initié un conflit sur la question de la vie chère, parce qu'il n'aurait pas obtenu le rendez-vous. Bon, or, le problème principal que vit la Martinique aujourd'hui, c'est quand même la question de la vie chère. Le ministre vient en Martinique pour tous les dossiers qu'il a abordés, qu'il est allé dans une école de pêche, le dossier de l'agriculture, le dossier de ci, de ça. C'est évident, le dossier de la banane, etc. Mais en premier lieu, il aurait pu dire « Je viens discuter avec tous les représentants du dossier de la vie chère et je propose une table ronde sur cette question-là pour donner mon point de vue. » Même si ce n'est pas moi, contrairement à ce que pense le RPRAC, qui, parce qu'il est un ministre, va signer une espèce de chèque ou de décision qui fera force de loi et qui va réduire les prix de la Martinique de 40% pour les annihiler sur les prix de la France hexagonale. Et je lis une espèce d'interview, d'ailleurs, du représentant du RPRAC, qui dit « Bon, j'ai constaté que le ministre, en gros, n'a pas de pouvoir ni les élus martiniquais, donc il faut une loi, et il faut la loi, et je demanderai, finalement, on s'adressera désormais au Premier ministre et au Président de la République. » Alors, c'est au Premier ministre et au Président de la République qui ont la loi, quoi, qui signent la loi, quoi, et qui décident qu'ils vont... Donc c'est un peu de la naïveté, de la puérilité politico-administrativo-économico, tout ce qu'on veut, sur ces questions-là, et qui aboutit à des catastrophes inutiles. Et donc le second point que je voulais développer, c'est de dire, ce ministre, s'il était responsable, il mettrait ce dossier-là en avant, il prendrait l'initiative d'une table ronde sur la question, et il n'y aurait pas eu ces crispations, ce problème qui s'est créé, et qu'on va aborder peut-être en détail tout à l'heure. Donc voilà ce que je veux dire. Dans quel contexte ? Le contexte d'un gouvernement qui ne représente que lui-même, avec quelques alliances de briques et de brocs où ils s'affrontent déjà à l'intérieur. Dans un contexte où finalement, ils savent tous très bien qu'ils ont favorisé toute cette dernière décennie les plus riches capitalistes français, puisque la richesse, on a dit, est passée en 10 ans de 200 milliards à 1200 milliards, qu'on sait très bien qu'ils ont enlevé des budgets de l'État 100 milliards pour compenser 50 milliards pour compenser les déficits de la sécurité sociale, puisqu'ils octroient des exonérations sur le dos de la sécurité sociale, et puis 100 milliards d'aides aux entreprises. Donc, ils affichent une France qui est en déficit, alors qu'elle n'a jamais été aussi riche au plan du PIB. La France n'a jamais été aussi riche que maintenant. Donc, ils enlèvent du financement, de l'action publique, tous les milliards qu'ils veulent, et puis ils disent « Ah, on est en difficulté, donc tout cela, vous allez nous aider, et on va gratter partout où on peut, on va augmenter partout où on peut, et puis c'est vous qui allez payer, tout ce que vous allez payer pour ceux qu'on a enrichis. » Et donc ce ministère de l'Outre-mer aujourd'hui se retrouve avec quoi ? Avec un budget en baisse de 250 millions d'euros au moment où nous avons besoin, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, d'aides considérables pour que, enfin, si nous prenons des mesures structurelles, nous puissions aller de l'avant. Je m'arrête là. D'accord. Mathieu, qu'est-ce que tu retiens de cette visite ? Non, moi, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire simplement que c'est le sixième ministre des Outre-mer en 4 ans. Donc on en a eu 4 en 18 mois. C'est quelqu'un qui est là depuis 1 mois, donc qui ne maîtrise pas encore les dossiers de la Martinique, c'est sûr. On a vu que sa première visite, il l'a fait en Nouvelle-Calédonie. Il a 2 dossiers quand même assez difficiles qu'il est en train d'appréhender, je pense, qu'il ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si on doit retenir ses propos, qu'il respectera en résumant les engagements de l'État. Engagements de l'État, c'est-à-dire sur quoi ? Sur ce qui était déjà passé par un amendement à l'Assemblée nationale. Je veux parler du fait de mettre 0% sur la TVA sur l'ensemble des produits dont ils ont dit.
faire en sorte qu'ils puissent mettre cette année déjà, dès cette année en plus sur la diversification, 2 millions d'euros en plus pour aider les agriculteurs en plus des 4,5 qu'il y avait déjà sur l'ensemble des posés, les petits agriculteurs et ceux qui vont vers de l'agro-transformation, donc à ce moment-là. Et à part ça, il a dit aussi qu'il faudrait revoir notre modèle de développement économique, etc. Il faudrait s'y attaquer. Bon, il est resté un peu vaste, puisqu'il vient d'arriver, il ne maîtrise pas tous ses dossiers, etc. Mais sinon, que retenir de plus à part ça? Et puis, il a dit aussi une chose quand même importante aussi, que normalement, que l'État respectera ce qui est l'engagement qui a été pris aussi pour pouvoir mettre en place, mais là, ça ne dépend pas de lui véritablement, de mettre en place la loi programme qui est demandée pour pouvoir tenter de travailler sur l'ensemble des différents secteurs pour pouvoir aller vers une mutation de notre système de développement, de notre système économique, notamment pour permettre à chacun qui ait plus de chances de pouvoir créer son activité, etc., s'en sortir et à ce moment-là travailler comme une nouvelle LOM, entre guillemets, comme ce qui avait été créé vers les années 2000, par Club 10 entre autres. Ouais. Très Donc bien. c'est ce que je retiens pour l'instant. D'accord. Karine, et toi, la visite du ministre? Eh bien, je rejoins Christian sur sa perception de la situation, à commencer par un ministre de l'Outre-mer qui est nommé depuis 1 mois et demi, qui commence à poser le décor en disant qu'il ne fonctionne pas sous la pression et qu'il va venir quand la situation sera satisfaisante. On a eu vraiment l'impression qu'il était venu en mode touriste, parce que quand on annonce les choses ainsi, sachant que le territoire est en crise, qu'il était déjà en crise avant les mobilisations contre la vie chère, mais qu'il y avait déjà des problématiques très sérieuses sur lesquelles il fallait intervenir urgemment. On se pose véritablement la question de sa motivation. On a vraiment eu l'impression qu'il fallait qu'il soit tranquille, qu'on le laisse tranquille. J'ai noté un manque d'intérêt pour les différentes crises que nous avons, la précarité, l'état de l'hôpital, les agriculteurs. J'ai assisté aussi à ces visites. J'ai vu qu'il a pris contact avec certains acteurs politiques et économiques en Martinique, mais je déplore le fait qu'il n'ait pas accordé davantage d'intérêt aux entreprises en difficulté, telles que celle du BTP, notamment, ou bien dans la restauration. Il y a vraiment des secteurs économiques qui sont plus en crise que d'autres. Et puis, pour un gouvernement qui se veut bienveillant en matière d'écologie et de transition énergétique, on n'en a absolument pas parlé durant sa visite. Donc, j'estime que pour les valeurs qu'il est censé porter, la représentation qu'il est censé avoir et l'intérêt qu'il est censé maîtriser pour nos territoires d'outre-mer, et plus particulièrement en Martinique, puisque c'est ici que la mobilisation contre la vie chère a pris forme et s'est exprimée le plus, on n'y est pas. On n'y est pas, ni pour la considération qu'il aurait dû avoir pour nos territoires, ni par rapport aux solutions qu'il serait prêt à apporter. J'ai vu de la figuration, j'ai vu quelqu'un qui se voulait l'intermédiaire entre le gouvernement. Il aurait dû arriver déjà avec des choses de prêtes, avec des mesures à annoncer, avec quelque chose à présenter. Nous étions dans l'attente de la venue du ministre. Bon, on sait très bien que ce n'est pas l'homme providentiel par excellence. Cependant, il y a des manquements qu'on ne peut pas tolérer en tant que ministre. Bien. Moi, je dirais simplement qu'il y a une réalité. La réalité, il y a quelqu'un qui est là depuis 1 mois. Moi, je ne défends pas de ministre, loin de là, parce que je considère que peu importe le ministre qui s'en passe, ou même les différents gouvernements, les différents États, ils n'ont jamais mis en place des mesures pour nous permettre vraiment de nous développer et qui restent toujours sur ce qu'on appelle, entre guillemets, pour résumer, une économie de comptoir. Mais vous avez quelqu'un qui est là, qui a un budget, quand il arrive, qui a, comme l'a dit, il y a un budget qui est déjà établi avec moins de 250 millions d'euros, un budget qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas lui qui a participé aux arbitrages budgétaires et ce n'est pas lui qui va participer. Il est en train de prendre ses marques, ses fonctions, même s'il est rattaché auprès du Premier ministre directement, Michel Barnier, ce qui normalement devrait lui donner un peu plus de poids et de pouvoir prendre certaines décisions. Et c'est vrai, comme quasiment tout le monde l'a dit ici, ils ont tenté de mettre en place un programme. Quand on regarde bien leur programme, là où je ne suis pas d'accord, c'est que le programme qu'il a voulu mettre en place est tourné, entre guillemets, autour de certaines mesures qui sont mises en place pour du protocole d'accord pour la vie chère. Visite d'agriculteurs, notamment d'agriculteurs qui va vers la diversification. Et à ce moment-là,
l'école de pêche pour montrer qu'il faut aller aussi vers une autonomie alimentaire, former des gens, travailler, mettre des choses en place. Je vois un peu la trame qu'ils ont voulu mettre en place. Ils ont rencontré certains acteurs du monde économique, développement, du monde économique pour pouvoir dire qu'il faut muter la société, travailler. Et bien sûr, ils ont rencontré des gens qui sont en lien avec le fait de pouvoir respecter et mettre en place ce qu'ils ont dit qui sera fait normalement une fois que, bon, on sait ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais normalement, mais compte tenu que la TVA à taux zéro est portée par le gouvernement. Donc logiquement, même si le gouvernement utilise un 49.3, ça sera remis en place, logiquement. Donc logiquement, il ne devrait pas avoir de souci à ce niveau-là, à part si le gouvernement saute et tombe, puisque ça c'est encore autre chose. Mais je pense que l'ensemble des différents mouvements partis de l'Assemblée nationale sont d'accord à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, pour l'instant, on attend qu'il y ait des choses qui soient plus concrètes et mises en place, notamment dans le fait de la loi programme qui doit être mise en place, qui nous permettra vraiment d'avancer sur d'autres points, en tout cas. Parce que, et puis il a rappelé aussi, je l'ai entendu rappeler personnellement, du fait qu'ils vont effectivement mettre en place des mesures en recrutant, en augmentant, comme ce qui tient à cœur à Michel Branchi et à nous tous d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on puisse mettre davantage de contrôle, mais ça passe par quoi? Par un renfort des équipes qui sont sur place. Mais ça passera aussi, d'ailleurs, dans le protocole d'accord, il y a un appel à projet qui est en train d'être lancé par la collectivité territoriale pour permettre à des associations, etc., à d'autres organismes de pouvoir faire des contrôles aussi. Alors, est-ce qu'il pouvait dire autre chose que ce qu'il a dit? Je vois Michel secouer la tête, même si on connaît les limites de leur pouvoir, ça sera, mais au moins ça permettra de ceux qui ne font pas confiance qu'ils puissent voir au moins. Alors, est-ce qu'il pouvait dire... L'association pour contrôler les prix, tu sais. Oui, j'ai bien parlé avant des contrôles qui sont faits par les gens qui ont les autorités dessus. Est-ce que le ministre pouvait dire véritablement plus de choses que ça? Parce que je vois que l'Assemblée nationale a rejeté le projet de budget 2025. Donc, en réalité, il peut faire les promesses sur ça, mais le budget n'est pas voté. Donc, le budget n'est pas voté, mais Stéphane Lenormand, qui est un député Lyotte, a réussi à obtenir la garantie que les Outre-mer soient préservés, que les conditions qui ont été votées pour l'Outre-mer soient préservées dans la prochaine formulation du budget, s'il y en a une. C'est pas un député Lyotte qui fait que les choses soient plus... Je voudrais revenir un peu sur un point important à propos de la TVA à taux zéro. Et de l'observation que tu viens de faire sur le rejet de la partie recette du budget, du PLF 2025. Alors, je ne rentre pas trop dans la mécanique parlementaire, mais le budget va aller au Sénat. Le gouvernement a beaucoup plus d'acquaintance avec la majorité sénatoriale. Ça va dire que le Sénat est à droite. Oui. Bon, il faudra négocier. Ça va revenir et il va y avoir une discussion entre le Sénat et l'Assemblée. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, Barnier a dit qu'on va utiliser le 49.3. Tu as oublié une étape. Il y aura notamment une commission mixte qui sera mise en place. Parce que compte tenu que le gouvernement a choisi une procédure simplifiée, donc ce qui fait que ça, tout de suite là, après le vote du Sénat, il y aura la commission mixte qui sera mise en place, etc. Technique, juridique, mais c'est ça. Bon, alors, normalement. Par contre, la TVA à zéro, c'est un amendement du gouvernement à son propre budget. Bon, donc, a priori, c'est une question qui est acquise. A priori. Bon, autrement dit, ça veut dire... Non, je dis ça parce que il y a des gens qui disent non, puisque le budget a été rejeté, et puis, la TVA à taux zéro, c'est fini. Et puis Michel, il faut dire qui est-ce qui a rejeté le budget. Il faut dire qui a rejeté le budget aussi. C'est la majorité qui a rejeté de l'extrême droite et gouvernementale. Entre les soutiens du gouvernement, Renaissance, Renaissance, Horizon, etc. Et puis Le Pen. Et le Modem. Bon, et puis le Modem. Bon. Mais peu importe. Je m'excuse. Je m'excuse, je ne rentre pas dans la mécanique politicienne française. Bon, du point de vue martiniquais, le budget a été rejeté. Il va aller au Sénat. Il y aura une commission mixte paritaire avec l'Assemblée nationale. Et s'ils n'arrivent pas à le faire prendre par ordonnance, ils vont le prendre par 49.3. Bon. 49.3, à ce moment-là, il y aura une motion de... Motion de censure, oui, tout ça. Non, le gouvernement... Non, ce qui se passe, c'est-à-dire, Michel a effectivement raison, le gouvernement, à ce moment-là,
il peut y avoir une motion de censure. Mais en réalité, qu'est-ce que fait le gouvernement déjà? Quand on observe bien, il commence déjà à négocier avec l'ensemble des différents groupes. Michel l'a dit, que ce soit le MODEM. Le MODEM, il est en train de négocier avec le MODEM sur 2 ou 3 points, notamment la taxe. Excuse-moi, vas-y. Oui, alors, ce que je veux simplement dire, c'est que, je reviens à l'avis du ministre. Il a insisté, effectivement, il y a beaucoup d'exemples, il est arrivé que le budget de l'outre-mer était déjà fait, on avait diminué de 37%, je crois. Il se bat, dit-il, avec les parlementaires d'outre-mer pour au moins maintenir le budget d'outre-mer au niveau de 2024. OK? Bon. 2,4 milliards. 2024. Autrement dit, Ce qui n'est pas l'objectif, c'est ça. Et il dit qu'il a commencé à obtenir de certains ministères, parce que le ministère de l'Outre-mer n'est pas un ministère de plein exercice. Le ministère de l'Outre-mer, s'il faut prendre des mesures en matière de santé, tu l'as dit, eh bien, il faut qu'il négocie avec le ministère de la Santé. S'il faut prendre des mesures en matière d'éducation nationale, il faut qu'il négocie. Bon, donc ce n'est pas le ministère de l'Outre-mer est obligé de négocier avec les autres ministres. Bon. Nous sommes obligés de savoir ça. Bon. Alors, je regrette que nous soyons dépendants, mais la situation... Tu regrettes que nous soyons indépendants? Dépendants de mesures de ministres, comme l'a dit tout à l'heure Ursulé. Mais, en l'état actuel des choses, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Les mesures qui peuvent être prises en matière de vie chère sont, pour l'essentiel, des mesures qui ne peuvent être prises que par le gouvernement central. J'en reviens à ma marotte. Les mesures sur la concentration, pour limiter la concentration dans la grande distribution, c'est le gouvernement. Il faut prendre une loi. Ça passe par la loi. Il faut prendre une loi pour dire que dans l'outre-mer, on ne doit pas dépasser, je prends, il y a le CESE a dit on ne doit pas dépasser 25% de part de marché, par exemple. C'est une loi. Bon. La marge des quatre mousquetaires, là. Bon, la marge. Eh bien, il faut une mesure disant, je m'excuse, c'est pas une association de consommateurs. C'est une administration de l'État avec des agents assermentés, ayant des pouvoirs spécifiques, presque des pouvoirs comme un magistrat de la Chambre régionale des comptes, comme l'était la DGCRF, qui peut se mettre devant M. Ayotte, il lui dit, M. Ayotte, donnez-moi vos comptes, je veux savoir quelle est votre marge sur les chips. Mais bon. Vous voyez? Bon. Et là, c'était avant ça, Michel. Oui. Mais là, ça n'a même pas trop de sens, parce que c'est à la limite, il pourrait doubler l'effectif de la... D'ailleurs, en recréant une véritable administration de contrôle des prix. Il est censé doubler. Il pourrait doubler les effectifs. Ça ne servirait pas à grand-chose. Exactement. Sauf à l'affichage à la com. Si tu n'instaures pas un contrôle des prix légal, réglementaire, nous allons contrôler les prix. Nous sortons pour la Martinique et les DOM d'un système libéral de liberté des prix. Parce que c'est dans ça qu'on est. Donc tu as beau venir contrôler, tu vas dire aux gens, oui, regardez, ça a augmenté, oui, il va te donner plus ou moins ce qu'il veut comme machin, mais comme tu n'as pas... C'est ce qu'il a fait au pauvre Jean. Mais oui. Il a dit à Jean ce qu'il voulait bien. Bien sûr. Il faudrait on n'est pas sorti de l'auberge avec ça. peut-être commencer par l'obligation de publier les comptes pour qu'on puisse savoir exactement ce sur quoi il peut s'engager. C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Oui, mais c'est une question que le gouvernement doit traiter aussi pour une recevabilité des efforts de la grande distribution. Karine. Comment? Cette loi-là existe déjà. On est censé déposer les comptes chaque Alors, année. sauf que la grande distribution préfère payer des amendes. Voilà. Plutôt. Voilà. Donc, il faudrait annuler cette possibilité-là de pouvoir payer des amendes pour se dispenser de publier les comptes, d'une part. Et puis, puisque la grande distribution n'a que de très faibles marges, entre 2 et 3%, en étant partie de 2 poulets demi et puis de 4 œufs pour pouvoir faire fortune, bref.
Pour mesurer l'effort de la grande distribution quant à la baisse des prix, il nous faut des chiffres, donc on ne peut pas spéculer dessus. Et pour savoir si on peut se rapprocher de 30% de baisse, de 40%, de 50% ou même plus, que sais-je, on ne peut pas le savoir si on n'a pas de documents et si on n'a pas de chiffres. Exactement. Donc il faudrait calculer exactement à partir de leur matelas plus les intérêts qu'ils y mettent. Quel effort est-ce qu'ils pourraient fournir et qu'est-ce que l'État peut réclamer pour plafonner les intérêts de la grande distribution, parce que l'État a montré qu'il était prêt à mettre en place un certain nombre de mesures pour la baisse des prix. Les collectivités aussi ont fait des efforts. À charge maintenant de la grande distribution d'être un peu plus transparente sur ces modalités qu'elle a la possibilité de mettre en place pour la baisse des prix. Et puis la fameuse continuité territoriale. Alors moi j'ai lu avec attention les comptes rendus. Alors, Monsieur Buffet a dit une chose et son contraire. Le ministre, hein, parce que Le les gens ne sont ministre. pas encore habitués au nom. Au nom, Quand oui. tu dis monsieur Monsieur- Buffet, ils peuvent se demander Monsieur c'est le qui. ministre des Monsieur Outre-mer, Jean-Noël Jean-François. François François Noël Noël Buffet. Il n'y a pas de Buffet, Jean, c'est François, le ouais. ministre des Outre-mer. Il a dit à la fois qu'il a obtenu le maintien des crédits de continuité territoriale au niveau de 2024. En même temps, il n'a pas, à mon avis, repris le chiffre de 11 millions qui avait été évoqué pendant les tables rondes. Bon, en tout cas, le fait est, c'est que c'est une question qui, à mon avis, n'est pas encore tranchée sur le plan budgétaire. Or, un des éléments pour qu'on arrive à 20% de baisse au 1er janvier, c'est qu'il y a la baisse de l'auto de mer, la baisse de la TVA, le gel des marges de la grande distribution, et puis une diminution du coût du transport maritime, et aussi une compensation pour la baisse de recettes d'octroi de mer des communes. Alors, il y a une chose de positive, c'est que j'ai lu ça avec beaucoup d'attention. Il a repoussé la réforme de l'octroi de mer au calendrier grec. Oui. Autrement dit, malgré tout, ces mobilisations, parce qu'il faut savoir que les mobilisations, c'est la même chose qu'en 2009. Il ne faut pas dire que la mobilisation n'a servi à rien. La mobilisation a fait avancer un certain nombre de choses. Les mobilisations, sous les formes, Ça sert toujours. sous les formes que je n'approuve pas, sous d'autres formes, on fait reculer. Et ça, manifestement, le gouvernement a compris, notamment, il rencontre cet après-midi l'association des maires, il a compris qu'il ne faut pas toucher à l'octroi de mer. Pas toucher. Alors, ils vont peut-être revenir, mais il a compris Tôt ou tard, ils vont que revenir. l'octroi de mer est une question extrêmement sensible et qu'il faut Oui, mais l'octroi de mer, il ne faut pas oublier non plus qu'il que faut compenser. l'Europe dit que C'est ce c'est... que j'allais dire. oui, mais C'est ce que j'allais dire, qu'ils Non, n'ont mais pas le le- choix, qu'ils n'ont pas le choix de À la un moment réforme. donné, Là ils où ils vont sont la pas, réformer. Non, là où non, les élus non, sont pas non. d'accord, là où les élus sont pas d'accord, c'est pratiquement tous les élus sont d'accord sur le fait qu'il faut réformer. Parce que c'est pas normal que plus on consomme, plus les collectivités ont des recettes. C'est pas normal. En gros, on finance par nous-mêmes. Les élus sont d'accord sur la réforme. Après, c'est les modalités de la réforme et de l'orientation et de la mise en œuvre de la réforme là où ça cause beaucoup plus de problèmes Bon, enfin. et de difficultés. Ce que je voulais dire par rapport à la continuité territoriale, je veux dire que non. Oui, la continuité territoriale est garantie durant 3 ans. Là, la difficulté qu'il y a, c'est après. Qu'est-ce qui va se passer? D'où le travail qui est censé De me l'avoir. être mis en place, d'où le travail. Il y a des courriers avec des choses qui sont noir sur blanc, qui sont écrits et signés par le Premier ministre Michel Barnier. La différence qu'il y a... Où ça? Il y a des courriers qui sont arrivés à certains, aux gens qui sont en lien et qui bossent sur ça. Il faut mais- partager avec Oui, mais c'est- Moi, c'est je n'ai- là où on je va n'ai- dire. je n'ai rien vu. Oui, mais bon. En Je tout suis cas, la comme continuité territoriale est garantie. je Et suis d'ailleurs, comme Saint-Thomas, moi. et d'ailleurs, Ah oui. le ministre, Je ne touche pas d'ailleurs, le ministre l'a dit. D'ailleurs, j'ai entendu moi le ministre le dire. Après, ça dépend peut-être des lieux, des interviews, des différentes interviews qu'il a données. En tout cas, moi, je l'ai entendu directement le dire face à face. La différence qu'il y a, c'est-à-dire au bout des 3 ans, qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'au bout des 3 ans,
il y aura toujours la difficulté. Est-ce qu'au bout de 3 ans, tous ces produits-là vont y augmenter parce que la TVA aura disparu sur les produits, la continuité territoriale aura disparu, donc ce qui fait qu'il y aura que les collectivités qui vont qui ont retiré l'octroi de mer, et à ce moment-là, on va avoir de nouveau une flambée des prix. D'où l'importance de la loi programme et du travail qui doit être mise en place pour pérenniser et mettre certaines choses dans le cadre de la loi, comme l'a dit Michel Branchi, de renforcer aussi peut-être dans le cadre de la loi pour permettre certains contrôles, pour permettre des contrôles encore plus poussés, etc., pour modifier les choses, pour qu'on puisse véritablement aller vers une mutation économique, parce que c'est important, parce que sinon rien ne va changer. Et on va se retrouver maintenant dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, de nouveau avec des gens qui se mobilisent par rapport à ces difficultés qu'ils ont au quotidien pour pouvoir manger et boire. Parce qu'on sait très bien qu'on a, Michel l'a dit, 78 000 personnes à peu près qui vivent sous le seuil de pauvreté, 35 000 personnes qui touchent le RSA, etc. Je pourrais délivrer ces chiffres pendant longtemps pour montrer dans quelle situation que nous sommes, avec une banque alimentaire qui voit de plus en plus de personnes qui viennent frapper à leur porte, dont des personnes âgées. Alors, je voudrais qu'on passe à l'autre sujet, mais quand même, je pense à 2009, je pense à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes des Français, nous sommes un département français. Oh là 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 là. Non mais attends Michel, Non, mais il a raison, attends ce que je veux dire. Nous sommes un département français soi-disant. Pourquoi faut-il se battre autant pour obtenir l'égalité avec la France? Mais non. Comment mais non, Michel? Non. On est français ou pas? Tu as un passeport français? Je te réponds tout de suite. Nous sommes juridiquement français, mais la Martinique se trouve dans la Caraïbe, elle est à 8000 km de la France. On a un passeport Nous payons français, cher notre Michel. Bon, par conséquent, la Madame Mireille Pierre-Louis, que tu as reçue ici, elle a fait un excellent travail d'investigation. Elle dit que la revendication d'alignement des prix sur la France est une revendication irréaliste. Irréaliste. Qu'est-ce qu'elle en sait? Aurait-elle Dans le Canada actuel. aurait-elle les marges de la grande distribution Alors, pour le quand savoir? on baisse... Non, pas tout le monde en même temps. Alors, Michel. quand on baisse les prix, oui, nous sommes d'accord, il faut baisser. Que les écarts sont trop grands, nous sommes d'accord, mais dire nous sommes français, donc on va avoir les mêmes prix qu'en France, c'est une revendication, je dirais, infantile. C'est peut-être... Christian. Moi, je crois qu'entre les deux oppositions, il y a quoi? Il y a l'histoire, finalement. L'histoire. La colonie n'est pas là pour... comment dire? Elle est là pour servir la métropole, et pas l'inverse. Ou elle est là, même dans le cadre de la départementalisation, pour coûter le moins possible à la France hexagonale, et pas l'inverse. Donc, d'où tout. Les dotations de l'État aux collectivités ne sont pas les mêmes. Hélas, le tissu industriel n'étant pas le même, les collectivités n'ont pas les ressources. L'octroi de mer, c'est un pis-aller pour essayer de faire que l'État n'ait pas tout le temps à débourser, etc., pour équilibrer les comptes des collectivités. Quand on prend, tu parlais de la dotation comment ça s'appelle entre les... Dotation de fonctionnement. Dotation pour la continuité territoriale, DCT. J'ai pris le soin de prendre les chiffres et de regarder ce que ça donne. La Corse, pour à peu près une même population, quand même, à 10 000 personnes près, 220. et quelques. Non, 160 000. Non, 220, il y a eu un amendement qu'en 355 528 en Corse, 342 277 officiels pour les comparaisons pour la Martinique. La Corse touche 187 millions de DCT, dotation à collectivité territoriale. La Martinique touche 73,5 millions. C'est ça qui est prévu. 73,5 millions. Ça veut dire que je veux juste te donner un chiffre de plus. Le chiffre est encore plus important. Le chiffre est à 210 millions et des poussières, presque 220, par rapport à un abonnement qui est passé en 2023. Bon, alors, par habitant, il y a une différence de 311 € par habitant entre la Corse et la Martinique. Donc c'est dire qu'on est loin du compte. Là, moi, je crois que l'État, en dehors de ce que je vais dire après sur qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui peut changer, l'État, même dans le cadre actuel de ses compétences, le gouvernement, je parle de l'État, c'est bon le gouvernement, il y a un problème de monopole. Michel l'a suffisamment développé. Vous ne respectez pas vos propres lois, mais appliquez vos propres lois sur les monopoles. Déjà, ça réglerait un minimum de problèmes. Il y a un autre problème dont on ne parle pas assez, c'est celui de l'exclusivité. Qui m'en est au pays moins que anti-Martinique à monter en boutique ou bien en boîte, il est importé en produit, il faut qu'on passe par moins grossiste importateur qui nie l'exclusivité du produit. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ça qui se passe. Donc on est
on est les monopoles, mais avant même le monopole, il y a une réglementation à mettre sur l'exclusivité, le fait que tu n'as pas le droit d'avoir l'exclusivité sur un produit parce que tu tiens tout le monde à la gorge. Ensuite, sur ce dont on parlait sur le contrôle des prix, ne parlons pas, contrôle des prix, nous pensons que ça n'est pas possible, dans une situation de liberté des prix, de dire aux gens, faites-vous harakiri. La preuve, c'est que Yoka prend des mesures telles que vous ne pouvez pas, ouais. Ils ont raison. Ils disent, mais regardez nos marges. Nos marges, elles sont de 2%, elles ne sont pas de plus. On touche 1 euro. Sur 10 euros, on touche à peine 1 euro. Mais tu vas contrôler, tu vas dire, ah mais c'est Bougamadéré, c'est vrai. Mais comment? Parce qu'ils ont organisé tout le système en amont pour faire tout leur profit en amont. Je vous ai dit que j'ai calculé, c'était mon boulot, de contrôler les comptes de toutes les associations, des hôpitaux, etc., pour faire le budget. Eh bien, quand tu appliques, tu fais les calculs, tu vois qu'ils ont saucissonné. Au lieu de 4, j'avais expliqué ça, au lieu de 4, ils ont 13. Donc il y a 8 de plus, en moyenne, 8 de plus. Quand tu appliques simplement l'effet segmentation, ça fait entre 29,5 ou 30% d'impact de plus sur le prix de départ de métropole. Mais c'est là la joie. C'est là la joie. Si j'instaure un contrôle des prix, moi, État, que je suis politiquement pour la population des prétendus outre-mer, je dis, vos marges, pas vos marges, entre le départ métropole et la Martinique, les prix doivent être de 15 à 20% maximum, puisqu'il faut payer le mais ça a été fait, hein, faut payer ici, etc. dans le passé. Ça a été fait. Bon. Donc, à un moment, là, ces affaires obligés, organisés, tirer ces segments et puis faire une seule entreprise qui a géré là, du départ à l'arrivée. C'est pas mon problème, ça. Bon, pourquoi ils ne le font pas? C'est l'État qui doit obliger ces gens-là à faire ça. Non, donc, je reviens à ce que je dis. L'essentiel des mesures, et tout à l'heure, j'ai noté ce que tu as dit, pas de mesures prêtes. Parmi les mesures prêtes que M. François-Noël Buffet aurait dû présenter en préfecture, il a dit voilà, j'ai décidé de proposer une proposition de loi qui va réglementer les prix dans les départements d'outre-mer. Et ici même, j'ai dit, je suis prêt. Je le redis. Je l'ai dit face à M. Laguerre la semaine dernière. Je suis prêt à rédiger. Je vais peut-être manquer de modestie. Je suis le seul rescapé de l'ancienne DGCCRF. Je suis prêt à rédiger un exposé des motifs pour que on puisse justifier une réglementation des prix dans les départements d'outre-mer, notamment ceux qui sont insulaires. Ceux qui sont insulaires. Là-dessus, on peut avoir d'ailleurs le concours de l'économiste Jean-Émile Saint-Fort, on peut avoir le concours de l'économiste Jean Crouzol. Et dommage que notre ami Saint-Cyr nous ait quittés. Bon, on peut, mais oui, on est prêt à aller voir monsieur Letchimi et l'aider à rédiger ça. Parce que, et on peut s'appuyer sur l'article 349. Je m'excuse de faire un peu preuve de pédanterie. On peut s'appuyer sur deux articles, l'article 410.2 du Code de commerce français et l'article 349 du traité européen. Par conséquent, et c'est grâce à cet article, jusqu'ici, l'octroi de mer est maintenu. Donc on ne peut pas me dire l'Europe, non. Et à un moment donné, dans la loi, ce n'est pas la Bible, à un moment donné, une loi, c'est un rapport de force. À un moment donné. C'est un rapport de force à un moment donné. Et la mobilisation des Martiniquais, la mobilisation des élus, le rassemblement des élus, et aussi des forces vives, c'est ça qu'il faut faire. Bien. On va passer à notre sujet parce qu'on a pas mal à voir. Dernière minute, notre ministre de l'Outre-mer a dit qu'il recevrait le AirPrac à la fin de sa visite en Martinique. Dernière minute, c'est-à-dire à l'instant, tu viens d'avoir ça. À l'instant, une D'accord. notification tant mieux. d'un autre média. Alors, justement, ça nous permet de passer à ce sujet. Reprise des violences urbaines après l'arrestation de Rodrigue Petitot, après l'intrusion à la résidence préfectorale.
Mais avant de débattre sur ça, on va voir quelques images que nous avons récupérées sur les réseaux sociaux. Et on y va, Grégory, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Aucune demande de rendez-vous. L'urgence de la Martinique, c'est devant le ministre. D'accord? Ça veut dire que là, ça fait un bon moment qu'on parle. Vous me parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez me parler? Arrêtez! Ne la touche pas, tu comprends pas? Pas meilleur! Différemment. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Calmez-vous. On entend le parler. Ne me touchez pas. On entend le parler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne touchez pas! Calme-nous, les canons ne touchent pas! Allez, bon, finis-nous. Attends, parlez-lui différemment. Arrêtez! Arrêtez! Ne me touche pas, toi! Arrêtez! Ne me touche pas, t'as déjà jeté mon portable par terre. Une fois, tu t'arrêtes. Tu vas me taper? Vas-y. Il est fou, lui, ou pas? Bon, il y a de la politesse. C'est vous qui ne nous respectez pas. Non, vous voulez faire les choses sans nous. Voilà, je ne sais pas quelle image que ça va laisser, mais qu'est-ce que vous pensez de cette façon, de ces images qu'on voit, qui sont quand même assez violentes? Personne ne veut s'exprimer sur ça, oui. Parce que là, donc, ces images semblent montrer que Rodrigue Petit est entré à la préfecture jusqu'au préfet. Je me demande, est-ce qu'il a escaladé une barrière pour entrer là, ou bien est-ce qu'il a pu entrer assez facilement? Parce que c'est quand même chez le préfet. Je ne me pose pas ce genre de Alors questions. attends, moi je ne... J'ai mon point de vue, parce que j'ai regardé toutes les vidéos qui fonctionnent, qui circulent depuis avant, les images qu'on voit là, devant la résidence, sur le circuit et à ce moment-là. Donc j'ai mon point de vue. Je ne vais pas intervenir dessus parce que c'est l'objet précisément de la procédure au tribunal et tout ça. Bon, je me prononce sur deux choses. La résidence préfectorale, c'est une résidence de l'État, avec une partie habitation du préfet et une partie, espace de réception et de logement d'ailleurs pour les gens de passage, etc. Que je connais bien, puisque pendant 10 ans j'ai été, tout le monde le sait, directeur général de l'ARS, donc j'ai vu cette résidence sous toutes les coutures pendant des années et des années. C'est une résidence qui appartient à la 7e puissance économique du monde et à la 5e puissance militaire du monde, si je ne me trompe. C'est-à-dire la France. Hein. La France. Personne ne me fera croire que 4 personnes, du Airprac ou de n'importe qui, pourraient accéder jusqu'à l'entrée de la maison où se tenait le préfet, donc parcourir les 250 mètres à peu près qu'il y a entre la route de Didier Raymond Garcin et puis la barrière, le portail et puis la résidence, comme ça, à 4, en forçant les policiers, les gendarmes, les gardes mobiles, parce qu'il y en avait là, avec des casques et tout, pour arriver là, tellement ils sont puissants, forts, ou avec l'aide de je ne sais pas quoi. Bon, donc, ça n'est pas possible. Si ça s'est fait, c'est une faute du préfet et des forces de l'ordre qui ont permis que des gens non invités puissent accéder aux marches du préfet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant du Airprac et du Air. Mais on retrouve là tout ce que beaucoup ont dit et que moi j'ai dénoncé également dans les contributions que j'ai faites, en disant qu'il y a une différence entre une action qui se sert quelque part, même en disant qu'elle n'est pas violente, d'actions de type qui débordent tout le temps, etc., qui est individualiste, qui a une forme de culte de la personnalité, qui agit de façon individuelle et qui se fait des illusions sur comment est organisé le pouvoir et qui a le pouvoir. Il y a une différence entre ça et puis une force sociale en lutte qui se mobilise pour imposer des avancées. L'action juste aurait été quoi? De manifester, y compris avec des centaines, voire des milliers de personnes devant, y compris la résidence préfectorale, sur la route de Didier, pour exiger que le ministre de passage respecte le mouvement social martiniquais et reçoive le mouvement social martiniquais pour négocier. Mais pas de dire, je vais, moi,
leader du RPRAC, rentrer. Je veux, moi, être reçu quand je veux par le ministre qui ne m'a pas reçu. Je veux discuter avec lui. Je veux signer avec lui. Ça veut dire quoi, ça? C'est tomber dans un piège. Je suis tellement imbu de mes possibilités hors normes que finalement, quand on me tend peut-être un piège en disant « mais quittez l'entrée, ok, là-bas », eh bien, je tombe dedans parce que je pense que je peux aller et qu'effectivement, le ministre va me recevoir. Mais non, il n'est pas qu'à y voir. C'est pas qu'on s'abat à la cafette. Donc c'est une erreur au départ d'avoir cette ambition et d'avoir voulu pénétrer la résidence électorale pour obtenir un rendez-vous avec le ministre. C'est pas comme ça qu'un mouvement social se mène. Il se mène avec la mobilisation, l'unité, la force des masses qui impose politiquement, au sens large du terme, au pouvoir les revendications qu'il a, et pas sur la seule image d'un leader quel qu'il soit. Karine, qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, pour avoir vu les images, les forces de l'ordre les ont escortés jusqu'à la maison. Après, sur le constat, on attend, l'instruction est en cours, on attend davantage de nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut commenter de plus? Non, mais comme Christian disait, effectivement, s'il y avait 1000, 1500, 2000 personnes, est-ce que ça n'aurait pas été différent, cette force-là? Parce que là, enfin bon, c'est une question. Moi, je crois qu'on s'est beaucoup éparpillé quant à la question de la vie chère. On s'est beaucoup dispersé pour des questions de personnes. L'efficacité, il y a des décisions qu'il fallait prendre dès le départ. On ne serait pas arrivé jusque-là avec une impatience de la population qui attend qu'on prenne des décisions. On nous a promis la venue du ministre comme étant quelque chose d'extraordinaire qui va nous permettre de résoudre les choses. En réalité, il n'en est rien. En réalité, il n'en est rien et on attend toujours qu'on puisse réfléchir à ce que l'on peut poser comme solution sur la table. Ça fait des mois. La mobilisation a commencé en septembre. Les injonctions ont été envoyées. Les injonctions ont été envoyées en juillet. Et en fait, nous attendons toujours que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que quand il faut nous dire que nous sommes français, quand il faut nous dire que nous ne faisons qu'un avec la République et que nous nous basons sur... une et indivisible. Sur la République une et indivisible, liberté, égalité, fraternité, les trois segments sont émiettés dans la situation actuelle de crise que nous traversons. Donc, quand on vient avec tous ces beaux discours et que la volonté de résoudre le problème n'est même pas manifestée, parce que je vous rappelle pendant la table ronde que le représentant de l'État, qui est le préfet, avait des attitudes vraiment désinvoltes entre le fait de jouer dans son portable, de cabrer sa chaise en arrière, de ne pas écouter ce qu'on lui dit. J'y étais, je peux vous dire, j'y ai assisté. Tu as fait 2 heures. Comment? Non, vas-y, je vais finir. Oui, je n'ai pas fait toutes les tables rondes, mais j'ai vu de mes yeux, donc ce n'est pas que de l'interprétation, c'est ce que je veux dire par là, et je pense que Mathieu Cordémy aussi a vu comme moi-même. Non, pas la même chose exactement. Je vais m'exprimer tout à l'heure. Peut-être que je me fais des illusions, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même On de n'est pas garder un assis sur certain même degré. table ronde, peut-être. Non, mais il était à la table ronde où j'étais. 18 heures. D'accord. Il était à la table ronde à laquelle j'ai assisté, donc il a vu également qu'à plusieurs reprises, on est obligé de rappeler au préfet que l'on est en train de s'adresser à lui et aux autres interlocuteurs. Donc, et ça a été filmé d'ailleurs, donc libre à chacun de visionner ce qui s'est passé pendant les tables rondes. Cependant, on notera que malgré toute la bonne volonté de certaines personnes à vouloir trouver des solutions à cette crise, le dédain de l'État et le fait de laisser les choses traîner en espérant que les gens vont s'essouffler, c'est complètement c'est incohérent et c'est pas normal. On est en droit d'attendre davantage de l'État, jusqu'à preuve du contraire. On est en droit d'attendre que nos représentants mettent les solutions sur la table, qu'on trouve des sorties de crise. Mais malheureusement, dans la représentation qui est faite de l'État, l'intérêt pour eux de s'imprégner de nos problématiques locales n'est pas là. On ne voit pas qu'ils sont véritablement intéressés à nos problématiques. Mathieu? Non, moi je voulais dire simplement, c'est que
Moi, je ne sais pas qui, en tout cas, attendait et a dit que le ministre allait tout régler. Je ne sais pas qui a dit ça. En tout cas, certaines personnes, j'ai vu ça sur des vidéos, ont réclamé la venue du ministre. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas, Mathieu Cordy, ni certaines personnes que je connais, n'ont pas réclamé la venue du ministre pour pouvoir régler les affaires, régler les choses qui se passent ici. Ça, et d'ailleurs, on ne l'a tellement pas attendu qu'il y a eu le ministre, qu'il y a eu des négociations, il y a eu des choses qui se sont mises en place. Il y a des élus qui ont pris en charge leurs responsabilités, qui ont décidé de mener ces négociations, de commencer à travailler. Les élus ont tellement pris leurs responsabilités qu'ils ont même voté une baisse de l'octroi de mer sur près de 7000 produits, je le rappelle, même si on parle de compensation, mais quand même c'est un montant de pratiquement de 7 millions d'euros qui a été voté par l'ensemble des élus à l'unanimité à la collectivité territoriale de la Martinique. Donc, ce qui fait que les élus n'ont pas attendu qu'il y ait un ministre qui vient pour pouvoir régler les problèmes. Il y a eu 28 points qui ont été mis en œuvre. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais tu as dit qu'il y a certaines personnes qui ont attendu et qui ont dit que le ministre allait tout régler, qui ont attendu sa venue. Mais ce n'est pas moi qui ai réclamé la venue du ministre. J'ai vu certaines vidéos, certaines personnes du Airprague réclamer la venue du ministre pour pouvoir tout régler. Et c'est avec le ministre qui veulent parler pour pouvoir régler les choses. Quand ils n'ont pas signé le protocole. C'est ce que j'ai vu. Donc, et c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai vu. Donc, ce qui fait que nous, au contraire, les élus martiniquais ont pris leurs responsabilités. Ils l'ont pris une première fois en décidant de mettre en place la table ronde et de mener ces négociations et essayant de trouver une sortie. Ils l'ont pris une deuxième fois en faisant en sorte, en votant et en mettant en sorte qu'il y ait une baisse sur près de 7000 produits. Rappelons qu'on sort de 134 produits à 7000 produits. Il y a eu des avancées qui ont été faites. Michel l'a rappelé, elles ne sont peut-être pas suffisantes, mais la continuité territoriale, il y aura un renfort des contrôles qui seront mis en place. Il y a une aide qui sera apportée, tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, aux agriculteurs pour les aider. Et ce qui est le plus important, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être mis en place. L'ensemble des élus, les maires, etc. ont prévu de se mettre en place. Il y a un congrès qui sera mis en place. Parallèlement, le président de la collectivité a mis en œuvre et a commencé à recevoir l'ensemble des associations et des différentes forces vives, que ce soit les chambres consulaires et l'ensemble des syndicats aussi, pour pouvoir travailler sur un projet commun qui sera remonté pour pouvoir créer, de mettre en œuvre cette loi qui va nous permettre de continuer à avancer. Et rappelons, je tiens à rappeler aussi, et que l'ensemble des élus l'avaient dit, et c'est un peu marqué dans le protocole, n'étaient pas fermés que sur les 7000 produits. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à travailler, à mettre en œuvre pour voir comment on peut améliorer cette liste et continuer. Là où ils étaient fermés de mettre cette baisse sur l'ensemble des produits alimentaires, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans sa production locale. Heureusement qu'on avait une production locale pendant le Covid, lorsque les bateaux et les avions ne pouvaient pas venir en Martinique. Alors, non, bon, ça c'est ta conception et la conception de la CTM et de oui, mais j'ai le droit de l'exprimer. Oui, c'est très bien. Permets-moi de l'exprimer. Mais non, il ne faut pas faire comme si je l'exprime, c'est ma conception. Mais c'est ce que je dis, c'est la tienne. Mais il ne faut pas faire comme si c'est la seule solution et que les élus étaient... Je n'ai jamais dit que c'est la seule solution. J'ai dit en tout cas que les élus, je tiens à terminer, je n'ai jamais dit que c'est la seule solution. Comme j'ai entendu dire que certaines personnes attendaient que le ministre arrive comme le Messie, vienne régler toutes les situations. Et c'est pour ça que j'ai dit... C'est ce que j'entends. Bon, et c'est pour ça que je me suis permis de dire. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire que les élus n'ont pas attendu que le ministre vienne ou machin. Ils ont décidé de prendre les choses en main, de travailler pour leur pays comme ils l'ont toujours fait en tout cas. Alors, Christian, et puis. Moi, simplement, ce que je veux dire. Tu as vu que je t'ai laissé exprimer ta position. Bien sûr. Bon, donc c'est la tradition ici. Bon. Donc, je veux dire, ça, c'est la position défendue par les élus. Bon. Moi, je pense radicalement l'inverse. Je dis que ça n'est pas vrai du tout que de réduire, de baisser les prix sur l'ensemble des produits dans une certaine optique, avec un certain nombre de conditions, mais à afficher ça avec une trame dans le temps, un lien avec la population, un lien avec le mouvement social qui est en cours, serait erroné. Ce qui serait erroné, c'est de dire, et tu as raison dessus, je suis tout à fait d'accord, croire qu'on va d'un trait de plume enlever la TVA et enlever l'octroi de mer sur l'ensemble des produits alimentaires et que ça va régler le problème, ça serait couler et en partie CTM et les collectivités, ça n'est pas possible. Et ça serait couler également la production martiniquaise. Mais dire, attention, au lieu d'avoir cette position-là, renversons la peur. Disons, nous voulons que les Martiniquais bénéficient de prix de moins de 25, 30, 40%, bref, après les calculs. C'est ça que nous voulons. Pas seulement sur les produits alimentaires, sur l'ensemble des produits utiles à la population, sauf les produits de luxe. Okay ? C'est ça notre objectif. Pour ça, il y a un certain nombre de conditions.
Parce que si nous le faisons d'un coup, évidemment, ça ruine la production. Donc, nous voulons le faire, nous voulons entamer des négociations avec le gouvernement, entamer des négociations avec les puissances d'argent, avec la population, et nous allons faire un plan dans le temps, parce que c'est ça notre objectif, qui va nous permettre en même temps de régler les problèmes du monopole, de l'exclusivité, de lien avec la Caraïbe, de la diversification des cultures. Bref, nous prenons le problème dans son ensemble, nous allons peut-être nous en sortir. Mais de dire, on fait tout ce qu'on peut, nos efforts, on fait 7000 produits, on ne touche pas à ceci, on ne touche pas à cela, on négocie avec l'État pour qu'il essaie de compenser un petit peu sur la dotation à la continuité territoriale, on fait ci, on fait ça et tout, on se retrouvera, et je signe là, on se retrouvera dans 5 ans, dans 10 ans, avec une situation pire qui n'aura rien changé pour la Martinique, si on ne prend pas le problème à bras-le-corps et tous ensemble. C'est ça que je dis. Je ne dis pas, comme le RPRAC, soyons dans le rêve et disons il faut qu'un ministre signe ou un gouvernement signe même pour nous octroyer le même prix que la métropole. C'est pas ce que je dis. Mais c'est très différent de finalement vouloir grignoter de l'intérieur le système sans le bouleverser que de dire je ne veux plus du système, je veux le casser, le système tel qu'il fonctionne là, et pour ça je veux créer un rapport de force en mobilisant toutes les forces sociales pour le faire, et je planifie dans le temps et j'irai où je peux aller. Ça peut me prendre 1 an, ça peut me prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais c'est ça que je veux. C'est pas autre chose. Et je ne mens pas à la population, ou je ne dis pas n'importe quoi à la population, je ne lui fais pas croire que je vais régler un problème que je ne vais pas régler. Je vous garantis que si on se limite aux 7000 produits, même avec des aides de l'État, je donne rendez-vous dans 10 ans. Mais c'est ce qu'on a Michel. dit. Et c'est... Alors, je ne me suis pas prononcé sur l'incident de la résidence préfectorale. Bon, je vais reprendre Mais il faut qu'on parle aussi de la reprise des violences, hein, parce que la garde à vue de Petitot, de Rodrigue Petitot, a provoqué le soir même tout un certain nombre de choses. C'est la même chose. Ok. Bon, alors, en 2 phrases. Bon, première phrase, je me rallie à ce qu'a dit tout à l'heure Christian Ossulet. Point de personnalité, je crois qu'en me mettant devant le préfet, en lui disant « je vais être reçu et baisser les prix et ça va résoudre le problème ». Bon, ça, c'est une illusion. Je vais voir le ministre, je lui dis « baisser les prix » et ça, bon, c'est une illusion. Bon, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Alors, par contre, l'idée qu'il faut baisser les prix tout de suite, c'est ce que l'on peut, sur ce que l'on peut manipuler. Octroi de mer, TVA, fret maritime, marge, etc. Et en prenant les dispositions législatives pour le faire, oui. L'idée que si on veut traiter au fond le problème de la vie chère, il faut revoir le système économique. Il faut le revoir notamment avec la possibilité d'importer des produits de la Caraïbe. Mais ça, c'est un problème de long terme, de moyen et de long terme, et qui implique une mesure. Ça veut dire quoi? Très concrètement, je l'ai déjà dit ici, ça veut dire qu'il faut sortir de l'intégration européenne, qu'il faut qu'on ait un statut de pays associé à l'Europe et non pas de pays intégré à l'Europe. C'est ça que ça veut dire. Oui, tout en restant français. Je ne crois pas. Je te demande, Non, je te oui, demande. mais comme la Polynésie. Non, là où il y a le problème, Michel, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond, de stratégie. C'est un problème de fond. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faut sortir du système, il faut soit l'autonomie, soit l'indépendance. Ça fait 50 ans. Ce que nous n'avons pas compris, je veux dire les forces de gauche, les forces progressistes, les forces anticolonialistes martiniquaises, je pense, c'est la pédagogie. C'est comment faire que cette population qui aujourd'hui a une protection sociale, a un niveau de vie de pays développé, alors que son économie ne lui permet pas de l'avoir, son économie à elle ne lui permet pas d'avoir cela, dans le cadre actuel. Tout à fait. Comment faire pour que cette population avance dans son niveau de conscience et d'exigence et de revendication institutionnelle et statutaire au fur et à mesure des conquêtes sociales et politiques? C'est ça la question. C'est pour ça que je dis, nous avons une différence fondamentale quant à la stratégie. Si la population comprend qu'il faut, pour diversifier, qu'elle ait des prix d'intrants, par exemple, des prix d'engrais, des prix de trucs, etc.,
qui soit accessible et qu'il n'y ait pas une personne qui fixe ces prix-là parce qu'elle détient le monopole. Elle va se battre parce qu'elle va comprendre qu'elle a intérêt à ce qu'il y ait la diversification, pour qu'elle puisse manger demain si jamais le pays est fermé, etc. Nous disons la même chose. Tu vois. Donc, Oui. moi, je me bats. Je dis, voilà. Nous disons la même chose. Mon objectif 2024, c'est ça. Et je me bats. Je ne demande pas au ministre, avec une lettre au Premier ministre, et je vais en rendez-vous simplement à Paris 3-4 fois, etc. Mais il faut le je faire. me bats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis, je me bats avec le mouvement social martiniquais, le mouvement politique martiniquais pour le faire. Je fais des mobilisations, je fais ce qu'il faut. Je crée le rapport de force politique des élus, de tous les élus qui veulent, plus la population, pour obtenir ça. Si je dis, regardez, il y a qu'à se faire, il y a laissé rien qui l'Europe et les normes, comme on a reporté, ça pas si. Moi, les importer bois, ou bien machin du Brésil, ou d'ailleurs, parce que ça a coûté moins 2 fois moins cher, nous, qui construisent ces cailles-là, au lieu qu'il a coûté 250 000 euros et qu'il coûte 125 000 euros. Eh bien, mais il ne paye pas, parce que loi. Eh bien, moi, les, quand ils ont habilité moi à faire une loi qui a fait ça. Les terres, moi, les terres, ils mettaient à disposition des jeunes agriculteurs. Moi, qu'à réquisitionner les terres marchés, je veux, ils ont habilité moi à prendre en disposition législative martiniquaise pour faire ça. Et je fais le statut avancé au fur et à mesure. Nous sommes d'accord. Oui, mais c'est qu'avec des habilitations, on connaît la limite des habilitations. Nous sommes d'accord sur ce que tu dis. C'est pas. C'est en constatant. C'est en constatant très concrètement que pour pouvoir obtenir un certain nombre d'avancées, il faut obtenir des pouvoirs. Absolument. Bon, par conséquent, nous sommes d'accord. On est d'accord. Nous sommes d'accord. C'est cette question de pédagogie, bon, et je l'ai déjà dit, c'est ce à quoi la mandature Marie-Jeanne est arrivée. Mais oui, mais ils ont combattu. Comme nous sommes arrivés au bout de 6 ans, nous nous sommes rendus compte qu'on était bout, qu'avec les pouvoirs notamment sur la question de la santé, du Covid, on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Eh bien, on s'est dit, il faut aller plus loin. On a dit qu'il faut refonder l'économie de la Martinique et par contre. Donc, maintenant, j'entends dire qu'il faut un pouvoir normatif. Mais bien sûr, il faut un pouvoir normatif. Il faut un pouvoir normatif. Et par conséquent, faisons ce qu'on peut faire dans le cadre actuel, tirons le maximum de ce qu'on peut faire dans le cadre actuel, mais il faut aller plus loin. Et par exemple, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la collectivité territoriale de Martinique qui serait habilitée à contrôler les prix. OK ? Par exemple. Donc, et ça, ce serait un pas. Mais il faudrait que cette collectivité soit en ordre de marche véritablement. Absolument. Organisée, compétente, structurée, avec des gens motivés, avec un projet stratégique, avec des programmes Alors, sur la reprise de violence, je réponds à ta question quand même. Et après, on passe à un autre sujet. Bon, je fais simplement une relation. Le leader du PRAC est interpellé et immédiatement, il y a des violences urbaines. Alors que jusque-là, il disait qu'il n'avait pas de lien avec lui. Voilà, je fais simplement cette remarque. Alors bien entendu, nous condamnons ces violences. Le journal Justice a pris clairement position. Ce ne sont pas les méthodes de la classe ouvrière. Absolument. Ce ne sont pas les méthodes des travailleurs. De brûler les petits commerces de Canal Arabic, les petits commerces de Sainte-Thérèse, de brûler les arbres du boulevard Général de Gaulle. Ce ne sont pas nos méthodes. Oui, mais le Airpark n'a pas demandé. Au contraire, ils ont demandé aux gens de ne pas faire. Oui, mais ça c'est officiel. Bon, moi, ça c'est officiel. Ce que je dis, moi, c'est que je fais le lien entre les deux. Ok. Bon, alors, maintenant, je ne suis pas policier, je ne suis pas procureur de la République, je ne suis pas juge d'instruction, je fais simplement un constat. Ok. C'est tout. Mais le problème, c'est que ça nuit à la lutte politique que le peuple martiniquais doit mener contre le colonialisme français, contre l'oligarchie capitaliste,
Parce que pour battre ces adversaires qui sont des adversaires de tasse, nous avons besoin du soutien de la majorité du peuple. Je voulais juste, Alors, juste avant que tu question. passes à notre sujet, Rapidement, répondre sur Mathieu. ce sujet-là, je voulais dire juste, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut réformer notre schéma de développement économique et que ça ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il faut travailler en perspective. D'ailleurs, je l'ai dit que si on ne veut pas se retrouver dans quelques mois, même si là, avec de nouvelles mobilisations et que cela continue sur la vie chère, il faut vraiment travailler dans le fond, notamment pour pouvoir augmenter notre production. Et on sait très bien qu'on ne peut pas, avec 20% de production, Ça passe dans le micro, quand on Michel, consomme que 20% de passe ce dans ton qu'on micro. produit, on sait très bien qu'on ne va pas passer à 50-60% du jour au lendemain, que ça va prendre des années et qu'il va falloir travailler les filières, travailler sur les OP, etc., l'organisation. On l'a rappelé tout à l'heure là, le prix des intrants, etc. On le sait très bien. Quand une tonne d'engrais est passée de 700 € à 1800 €, en 2 ans, on sait très bien que les agriculteurs se retrouvent en grande difficulté. Cela se traduit par une baisse de la production, sans compter les changements climatiques. On sait que Karine pourra nous en parler longuement. Sans compter au niveau des changements climatiques, ce que ça traduit sur notre production. Concernant la violence et concernant les commerçants, notamment, Michel l'a dit, ceux de Sainte-Thérèse, de Bishop, de Fort-de-France, je suis entièrement solidaire et je suis attristé du fait qu'hier encore, qu'il y ait 7 à 8 commerçants qui ont été pillés au centre-ville. Ces commerçants, je le rappelle, depuis 2 mois, ont un chiffre d'affaires qui a été divisé, quasiment inexistant. Pourquoi ? Des difficultés pour le transport, avec Bishop qui est souvent bloqué, le TCSP qui ramenait du monde avec beaucoup de personnes, ils se retrouvent avec très peu de personnes dans leurs magasins et dans leur commerce. En plus de ces très peu de personnes, là, ils se font piller en grande difficulté. Il y en a, depuis que le mouvement a commencé, c'est la 3e fois qu'ils se font piller, qui sont pratiquement au bord d'arrêter, avec des gens qui se retrouvent au chômage et en grande difficulté, en grande précarité. En Martinique, on l'a dit, la Chambre de commerce annonce des chiffres d'environ 1000 personnes qui se retrouvent au chômage et en grande difficulté. Et face à ça, ce n'est pas normal. Et on ne doit pas tolérer ce genre de choses-là. C'est un peu à l'image des Black Boss en France. Chaque fois qu'il y a des manifestations, ils se mettent à casser et à piller des magasins. Mais on ne Oui, peut pas il y a toujours dire des que gens- forcément c'est... Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit que ce n'est pas normal qu'il y ait des commerces qu'on profite pour piller des commerces, D'accord. alors que tout le monde autour de la table est d'accord pour dire que la mobilisation contre la vie chère, c'est une mobilisation normale et juste. Alors j'ai une Après, question. c'est certaines modalités sur lesquelles que nous ne partageons pas certaines méthodes. J'ai une question qui peut paraître futile. Si Biden, aujourd'hui, démissionne de son mandat de président, qu'est-ce qui se passe? Qui? Biden, tu sais, un président grec qui s'appelait Biden. Ah bon, Il est toujours président. Mais oui, il est toujours président. non, mais ma question c'est si il démissionne, Kamala qu'est-ce qui Harris. se passe? Kamala Harris. Jusqu'à la fin. Non mais à mon avis, honnêtement, à mon avis, ça ne changerait pas grand-chose. Oui. Pourquoi ? Parce que si tu veux, tu as, C'est elle qui depuis gère l'élection le de Trump, tu as une situation qui est... Excuse-moi, qui est-ce qui gère le pays? Kamala Harris, en tant que vice-présidente des États-Unis. Non, c'était pas ça. Non, mais c'est pas Non, ça. mais je Attends, te réponds. ok, Je- Oui. Faut pas La, dire la- comment la ça situation, évolue. elle est plus simple qu'on le pense, en fait. Depuis l'élection, et surtout avec la victoire de Trump et puis la personnalité, en fait, le président en exercice, il gère le quotidien. Il ne va pas prendre de mesures qui engagent les États-Unis sur l'avenir et sur les... C'est la règle, d'ailleurs. Donc, il va gérer la quotidienneté de l'administration jusqu'à la prise de Janvier. pouvoir, En janvier, l'intronisation de Trump, et c'est tout. Alors- Donc s'il démissionnait, tu veux dire? Oui, s'il démissionne, est-ce que c'est pas Kamala Harris Mais qui oui, devient oui. le 47e président? De moi. Oui, mais, Pour 2 mois, d'après la loi mais elle américaine. ne pourrait que gérer le quotidien. pas faire de la même Voilà, manière. c'est ça. Elle ne pourrait que gérer le quotidien. Mais c'est faire un pied de nez aussi à Trump, qui il y a 4 ans de ça a envoyé ses gars sur... C'était où encore? Mais il pourrait rien. Sur le Capitole. Mais il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait rien faire D'ailleurs, d'autre il y a que des procès en d'attendre cours. son intronisation, parce que là, c'est procédure, c'est constitutionnel, il n'y a rien à faire. D'accord, mais d'après la loi américaine, si Biden démissionne ou s'il meurt, c'est Kamala qui devient présidente. Pendant 2 mois, jusqu'au 20 janvier. Dans le temps. Fondamentalement, ça ne change rien. Et ça change rien. Parce que, Trump a dit à commencer à nommer. fondamentalement, En le fait politique principal, c'est qu'un néofasciste a pris le pouvoir dans la première puissance mondiale. C'est vrai. Parce que les méthodes, les programmes de Trump, c'est les méthodes, je dis pas fascistes, néo-fascistes. Alors, puisqu'on parle de Trump, il a commencé déjà
Absolument. a proposé son gouvernement, Elon Musk. Oui, alors il a nommé en particulier Elon Musk, qui va s'en prendre. Alors d'après ce que j'ai entendu, Elon Musk a compté qu'il y avait, je crois, 219 agences fédérales. Fédéral, oui, qui coûte beaucoup d'argent. Il va les dissoudre. Il va les dissoudre. Il a parlé même de dissoudre la CIA. Alors, et ce qui est grave, c'est qu'il y a eu le ministre de la fonction publique français a dit son admiration pour le programme de Elon Musk. Autrement dit, nous avons à l'heure actuelle, dans le gouvernement actuel de France, des gens qui ont la même haine de la fonction publique. Il ne faut pas oublier, hein, dans le projet du gouvernement, là, c'est prévu la suppression de 100 000 postes Absolument. de fonctionnaires. Absolument. Tu parles de quel gouvernement? Français ou Le gouvernement de américain? Michel Barnier. Voilà, Le gouvernement, français, le gouvernement, Il a fait le on lien en parle. 100 000 postes. Bon. Donc c'est ça le lien. Mais d'une manière générale, ce que tu le dis, il y a une droitisation. Il y a une extrême droitisation dans la plupart des pays occidentaux. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et des pratiques totalitaires également. Et à partir d'un problème numéro 1 qui met en avant l'immigration. C'est l'immigré qui est devenu l'ennemi numéro 1 de ces mouvements d'extrême droite. Bon. Mais il faut toujours trouver des boucs émissaires pour les crises. C'est Oui, classique. mais comment on peut expliquer que Trump soit passé avec autant de voix? Ça reste quand même quelque chose de... Parce qu'il a les évangélistes de son côté, il a les mormons de son côté, il a les partisans du lobby des armes avec la NRA de son côté, il a le milieu des entrepreneurs, des capitalistes de son côté, donc, et puis il a des conservateurs. Mais là, il a toutes les chambres. Et en plus, Faut pas oublier son programme. les sondages sortis des urnes nous apprennent que Trump a mordu dans les couches populaires. Oui. C'est-à-dire Parce que c'est un qu'il y a des souverainiste. couches populaires. En gros, les couches populaires ont été laminées par l'inflation. En gros, l'inflation a augmenté de près de 50% sur les 3-4 dernières années aux États-Unis et les salaires ont augmenté de 25 ou 28%. Donc, il y a la situation des couches populaires s'est dégradée. Et le programme de Kamala Harris, c'était un programme qui visait les couches moyennes. Donc, c'est ça l'erreur du Parti démocrate. Le Parti démocrate, qui était traditionnellement, en gros, aux États-Unis, on dit libéral. Libéral, aux États-Unis, veut dire de gauche. Hein, bon. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Bon. Être libéral, c'est de gauche. Bon. Le New York Times est un journal, le New York Times est un journal libéral. Bon. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le Parti démocrate a décroché des couches populaires. Et puis il ne faut pas oublier il avait un programme, il a monté. On voit Trump, ça fait 4-5 ans qu'il est de toute façon, il n'a jamais arrêté de faire campagne. Puis il avait un programme, baisse des impôts, Oui, la relance, c'est-à-dire supprimer toutes les taxes, etc. Je vais taxer tout ce qui vient du Mexique à 200%, ce qui vient d'Asie à 60%, ce qui vient de l'Europe à 20%, etc. Ça va permettre de recréer de l'emploi, recréer de l'activité. Je vais supprimer toutes les normes environnementales, etc. Ce qui fait que notre industrie va pouvoir produire davantage, on n'aura pas de contraintes, tout ça. Il y a tout ce qui a été mis en place. Et depuis le Covid, aux États-Unis, et d'ailleurs c'est en partie ce qui l'a fait perdre suite à son dernier mandat, la proximité avec le Covid, ce qui s'est très traduit avec une chute de l'économie aux États-Unis, notamment avec énormément de chômage et beaucoup de personnes se sont retrouvées à la rue, et bien, ces difficultés ne se sont pas arrangées parce qu'il y avait beaucoup d'espoir et ces difficultés ne se sont pas arrangées avec l'arrivée de Biden au pouvoir, malheureusement, bien au contraire. Et ce qui fait qu'il a travaillé au niveau des couches populaires, etc., comme on l'a dit, avec un discours, des fois très limite, des xénophobes à tout point de vue, que tout ce qu'on connaît ici, que la majorité des gens ne partagent pas, et ce qui fait que ça lui a permis de gagner. Et puis là, l'image de ce que pensent les gens aux États-Unis. Hein. Alors, Mais une autre tout simplement. Juste les latinos qui votaient. Ben oui, il y a beaucoup de blagues aussi. Il y a aussi de blagues qui vont voter pour lui. C'est un nègre là, pas monsieur. Alors, il y a une question. Alors, une autre question qui n'est pas dans ça. Quand je vois que Marine Le Pen Ah, risque d'être, Inéligible. inéligible pendant 5 ans,
c'est-à-dire aucune possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que quelque part, attends, mais si... D'après ce que Trump le risque aussi, je veux te taquiner. Oui, juste pour te non, mais taquiner. est-ce qu'on Il n'est le pas... risque toujours d'ailleurs. Est-ce que ça se rejoint pas un petit peu avec ce qui se passe avec Trump, qui a été condamné par 2 fois aux États-Unis juste avant l'élection et qui réussit à faire ce genre de score? Si aujourd'hui on condamne Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité, plus 2 ans de prison, est-ce que c'est pas là le moyen de faire le Front National monter 2 ans fermes. 2 ans fermes. 2 ans fermes réclamés dans 3 ans, du moins 5 ans, dans 2 ans fermes. Voilà. Donc, est-ce que ça ne va pas faire comme Trump, ça ne va pas donner un élan au Front National? Ce n'est qu'un réquisitoire pour l'instant, donc on peut faire des suppositions. Mais elle n'est pas la seule à être poursuivie. Hein. C'est quand même pas la condamnation qui le condamne, qui l'a propulsé au pouvoir. Hein. Oui, c'est pas la condamnation. Oui. Tout à fait. Donc c'est pas la condamnation qui va propulser Marine Le Pen, mais ça peut la victimiser, c'est sûr. Mais c'est ça. Mais elle s'en sert, elle se victimise, elle dit que c'est ce qui... On essaie de... Je sens que ça t'effraie, l'idée que Marine Le Pen soit présidente, ça t'effraie, Michel. Mais moi, ça nous effraie, nous, parce que je pense que d'une manière générale, son programme, contrairement aux apparences, est un programme ultra réactionnaire, ultra libéral. Bon, d'une part, mais surtout, je pense à nous des pays d'outre-mer. Bon, par exemple, elle veut la suppression de l'octroi de mer, par exemple. Bon, par exemple. Donc, et surtout, elle va s'opposer à toute évolution. Nous parlions tout à l'heure d'évolution institutionnelle et d'un peu plus de pouvoir local. Elle est farouchement opposée à tout cela. Bon, par conséquent, Nouvelle-Calédonie, etc. Mais ça n'empêche que les gens ont voté massivement pour elle. Au-delà de son programme politique, il faut rappeler qu'elle n'en est pas à ses premières poursuites judiciaires pour le même type de fait. Elle n'en est pas à ses débuts. Bien sûr. Donc il faut quand même revenir sur ses antécédents. C'est loin d'être son premier coup. Alors là, c'est un coup médiatisé parce qu'elle a avancé politiquement et le Rassemblement national a beaucoup plus d'aura et les risques ne sont pas les mêmes, mais elle n'en est pas à son coup d'essai et ce ne sont pas ses premières poursuites judiciaires pour les mêmes faits. J'ai vu que Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, a trouvé injuste qu'on puisse la condamner. C'est surprenant d'ailleurs. Mais oui, c'est surprenant. La situation. Quelques mois précédents, ce qu'il disait, c'est surprenant parce qu'il y a quelques mois, il ne disait pas ça par rapport à la même affaire. Mais peut-être qu'il attend un retour. Mais il y en a qui mettent plein de fer au feu, tu vois. De reconnaissance de la part de Marine Le Pen. Peut-être qu'il attend un retour de reconnaissance de Marine Le Pen au cas où elle pourrait accéder au pouvoir. Pensez à lui comme éventuel ministre, puisque lui aussi, il a des choses à se reprocher. Il a des poursuites judiciaires. Non, je crois que la meilleure manière de combattre le Front National, c'est de ne pas faire de concessions sur le plan politique et idéologique. Bon, même si, alors ça coûte cher quelquefois à la gauche, par exemple sur la question de l'immigration, parce que il y a un seuil de tolérance de l'immigration qui a, dans la plupart des pays occidentaux, qui a été relativement atteint. Mais je pense qu'il ne faut pas céder sur les principes. Oui, nous disons ça, c'est bien de penser tout ça, mais je vois que c'est le parti qui a eu le plus de votes pour les élections législatives. En Guadeloupe, oui. Non, je parle de la France. Je parle de la France. Ah oui, la France. 11 millions. Oui. 11 millions. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ce que nous sommes en train de dire là ne rentre pas dans la tête des gens, ils ne sont pas d'accord avec nous? Ou alors est-ce qu'ils se disent, bon, on a déjà tout essayé avec quoi, ils n'ont pas fait un coup et puis moi. Mais je connais ce raisonnement. Non, mais moi je crois. Mais il y a une crise de confiance. Je crois qu'il y a un phénomène qui est partagé parce que c'est pas le hasard quand même. Ça serait seulement Trump avec ses folies aux États-Unis, etc. On dirait bon ben ok. Mais attends, il y a Trump, il y avait Bolsonaro avant, il y a en Italie, il y a Giorgia Meloni, la Hongrie, il y a la Hongrie, et même la Pologne, les pays scandinaves, en Tchétchénie, en machin. En Argentine. Bon, moi je pense que quand on regarde les choses,
Il y a une colère du peuple, du petit peuple, entre guillemets, aujourd'hui qui n'accepte plus de continuer à vivre dans un système mondialisé où on observe tant d'inégalités et qui s'affichent Absolument. au devant de tout le Absolument. monde, qui s'affiche. quoi. Exact. Ça n'est Absolument. pas possible. Le peuple, on n'est plus au Moyen-Âge. Il est éduqué, il voit. J'étais stupéfait par un truc. J'étais sous-directeur de la DAS en Guyane, il y a au moins 20 ans maintenant, en 2000. Et puis, il y avait, je sais pas, c'était peut-être en 2004, il y avait une Coupe du Monde de football. Et c'est sur le Haut-Maroni, il va faire 500 km sur le fleuve, hein, en semaine de pirogue. Voilà. Et à la frontière brésilienne. Et il y avait des communautés amérindiennes. Et en fait, il y avait un problème d'eau et de vaccination. Donc, avec les équipes de la DAS qui allaient pour réparer les trucs d'eau et tout, il y avait des installations autonomes qui avaient été mises en place. M'enfant coup d'hélicoptère pour aller là, 500 km. M'arriver là. Mais je faisais 1500 ans de voyage dans le temps. Parce que ces gens n'avaient jamais vu une voiture, jamais vu un machin, etc. Donc, on dit, mais qui m'en est manqué? Voyons, quoi. Ben, l'hélicoptère arrive, et puis il y a des petits Amérindiens qui viennent en panne la rouge et tout. C'était à plonger en fleuve là. En fait, pour moi, c'était comme image merveilleuse. Mais les arrivés, mon caroué, télévision qui a roulé, et puis parabole, télévision qui a roulé, ces jeunes-là qui ont regardé des matchs, qui ont crié, ceci, cela. Ben, tu vois, on est foutus. Donc, le peuple, au fond de la Guyane, il a accès à l'information. Et tu sais quoi? Alors, c'est une parenthèse que je fais, mais c'est quand même un drame. Le taux de suicide s'était multiplié par 2 ou 3 dans ces coins-là des jeunes. Parce qu'ils ne pouvaient plus accepter de vivre là où ils vivaient, dans les conditions où ils vivaient, en voyant le monde autour d'eux auquel ils n'avaient pas accès. Tu comprends? Bon. Donc, le peuple, dans le monde, n'accepte plus ça. Ça n'est pas possible. Ensuite, je crois qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a une espèce avec la mondialisation qui a catapulté les cultures, qui imposent des règles qui sont occidentales. Souvent, il y a un repli sur soi, quoi. Il y a une montée identitaire, et ça se voit un peu partout. Donc, avec comme tu disais tout à l'heure, la recherche de boucs émissaires, qui sont toujours les immigrés, etc., puisque les populistes, en fait, utilisent ça, ces situations, pour simplifier le système et dire « Ah, c'est l'élite, c'est les machins, c'est les soldats, et puis c'est les immigrés surtout, en premier, c'est nous tirer l'argent, là, nous, quel bagaille ?» Avec des trucs erronés, quoi. Quand tu entends, moi qui suis responsable, qui était en charge de la santé quand même, quand tu les entends, là même au gouvernement français dire nous quand il a tiré la ME, etc., tirer sans laisser immigrer. Ils ont tiré dans le projet de loi, ils ont tiré 20 millions sur la ME. C'est non seulement de la démagogie, mais c'est erroné du point de vue de la politique sanitaire. Parce que quand tu vas enlever ça, les immigrés, ils vont pas aller se soigner, ils vont se soigner plus tard. Et ça va coûter... Les études, c'est pas pour dire nous qu'à penser quoi, des études scientifiques ont été faites. Ça va coûter 4 fois plus cher à la France et aux impôts que d'enlever la ME, que de la laisser pour soigner des gens en urgence. Tu vois? Donc ça, c'est pas possible. Et puis aujourd'hui, tu as un impact qu'il n'y avait pas avant, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Qui conditionne la pensée. Toute bagaille là, machin. Et puis les gens sont enfermés dans leur groupe et dans leur truc et ils pensent que tout le monde pense comme eux. Donc ça amplifie, si tu veux, les mouvements. La désinformation. Voilà, ça amplifie les modes de pensée, ça les unifie, ça ouvre la brèche à toutes les déviations violentes et tout, et c'est grave, quoi. Alors pour terminer, parce que là on nous fait ça, avant ça, je voulais dire 2 mots sur le choc, le choc du savoir. Et je vois que la ministre, enfin, est-ce que c'est elle, est-ce que c'était le ministre d'avant, hein, mais il y a une épreuve anticipée de mathématiques en classe de première instaurée en juin 2026 au lycée général technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient en arrière, ce qui n'est pas, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, hein, mais il y a plein de... Si tu n'avais pas ton BEPC, tu ne pouvais pas passer dans telle classe. Là, ils vont mettre le brevet obligatoire. Ils sont dans leur programme Choc des savoirs, acte 2, je serais tenté de dire. C'est l'acte 2. C'est l'acte 2. Ils veulent remettre, par exemple, ce que tu es en train de dire, le brevet obligatoire à partir de 2027 si on veut passer en seconde. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, les élèves qui vont échouer, on va les diriger vers les... À l'époque où moi, c'était
c'était quoi? Des C'était branches on va dire comme ça, techniques, voilà, des branches techniques. Mais c'est entendre comment les gens parlent des branches techniques. Oui, comme c'est si vrai, être c'était à plombier l'époque, ou oui, voilà. peintre, tout cela, c'est Oui, c'est c'est Alors, pas un ils gagnent métier, très bien alors leur qu'ils vie, gagnent hein, mieux ce leur sont vie de- que nous. Hein. Ça, oui, c'est... aujourd'hui, Des métiers hein, honorables. Si tu veux gagner des Et très trucs, c'est pas dans la demandé. fonction publique, il faut être Exactement. ouvrier électrique. Mais c'est ça. Je sais pas quoi. Non, mais Peintre, Ouais. moi frigoriste. Oui. nous avons reçu à justice un communiqué du SE-UNSA bon, qui a pris position contre cette politique du choc des savoirs. Nous allons le publier dans... si tu veux avoir un avis fondé, parce que c'est technique hein, cette affaire, hein, je préfère ne pas m'aventurer, parce que sur les questions de l'éducation, parce que là aussi, il y a beaucoup de sigles. Bon, Michel, mais vraiment. Je ne m'aventure pas. Donc, j'ai des, Non, je te taquine, j'ai des bien positions, sûr. j'ai des positions de principe. Mais on a hâte de d'ordre savoir. général. Mais ce que je reproche un petit peu aux syndicalistes de l'éducation nationale, c'est qu'ils usent souvent d'un langage avec des sigles, etc. Et si tu n'es pas bien informé, tu ne comprends rien. Bon. Alors, apparemment, ce que tu as dit là, ça paraît de bon sens. Réintroduire les mathématiques. Moi, j'ai déploré pendant la période de Covid la faiblesse du niveau de formation scientifique de la majorité des Martiniquais et qui ont cru n'importe quoi. Ouais. Mais pas Je suis grave. venu ici dire que j'étais vacciné. Et je me suis fait insulter. Parce que, enfin bon, moi je me rappelle quand j'étais en classe, j'ai passé certificat d'études. Ah oui? Ça c'était oui. au moins 2, je Moi crois, un aussi. truc comme ça. Après, le BE et BEPC au niveau de la Le BE. troisième. Non, tu avais déjà l'entrée en 6e. Oui, mais qu'est-ce que c'est Sans le examen BE? ou avec Oui. examen. Oui, Brevet, je ne sais pas, c'est loin. Brevet des écoles, peut-être? C'est loin en arrière, hein, le BEPC, tout BEPC, ça. BEPC. C'est loin en arrière, mais. Et je me dis qu'on n'est pas plus bête. Hein. Et après ça, tous ces trucs-là ont sauté. Et Bon, alors, c'est pas- le mot. Oui. Moi, je vais. parce que tes parents, le milieu dans lequel tu as évolué, et moi je suis un peu plus âgé que toi, mais mes parents m'ont dit, et les générations qui nous ont précédés, ici en Martinique, ici à Terre-Martinique, après l'abolition de l'esclavage, il y a eu un idéal Ah oui, qui était celui de laïque l'éducation. de l'éducation laïque, obligatoire, gratuite, a été instaurée en Martinique avant la France, par le Conseil général de la Martinique. Ok. Pourquoi? Parce que les anciens esclaves, Il n'avait que ça comme ça. c'était dit ici, nous pas ni terre, nous pas ni l'usine, nous pas ni distillerie, seul baïnouni, on ne disait pas l'éducation, c'est l'instruction. L'instruction. Et donc, dans ton enfance, tu as été persuadé et tu faisais tout ce qu'il fallait. Et ton père, excuse-moi, hein, Je t'en prie. à coup de bâton. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est Bon. ce que j'allais dire. Bon, J'ai pris alors, ça vachement contre alors, qualité. je n'ai pas dit qu'il faut faire ça. Bon, il fallait beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il faut faire ça. Mais je dis qu'il m'a fait lire tout Balzac pendant les vacances à haute voix. Ou prends coup, Michel. Pas dit, tu as pris tes petits coups. Tu as pris tes petits coups de cravache. Oui. Ah bon? Bon, Quand même. c'est-à-dire qu'il avait compris. Nous toutes. Il avait compris que pour pouvoir, dans un monde de blancs, et quand je suis allé en France, il m'a dit, il ne faut pas passer tout juste. Hein. Si tu veux réussir en France, il faut que tu sois deux fois plus fort que le blanc. Ouais. Voilà. Ok. Moi, bon, on a Je voulais juste te donner un Je veux dernier dire mot. Ah oui, c'est vrai. deux motions entre Haïti, là. Non, moi, Le convoi. moi, sur le sujet, juste avant de passer au convoi, Oui. sur le choc des savoirs, il y a différentes mesures, hein, c'est-à-dire doublement de classe, etc., pour les 5e, 6e, en tout cas des mesures pour aller encore plus loin. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose. Contrairement à ce qui avait été décidé avant, je sais que chaque ministre qui arrive un peu mettre ça, Voilà. notamment à ce niveau-là, au niveau de ce ministère-là. Mais rappelons, n'oublions pas
qu'ils ont déjà annoncé une baisse du nombre d'enseignants, contrairement à ce qui était annoncé avant aussi. Et ça traduit aussi la politique qui veut être mise en place à ce niveau-là. Parce que baisser le nombre d'enseignants, je ne pense pas que ça va aider davantage nos jeunes. Alors, Karine, rapidement, un petit point sur le convoi, nous, bon, et puis ça. Oui, alors c'est un convoi qui a eu lieu On en dimanche parle 10 novembre. dimanche, oui. Tout à fait, c'est un convoi qui... Quel était le but? Alors le but était de dénoncer l'installation de supermarchés sur des terrains déclassés qui n'auraient pas dû recevoir ce genre de projet-là. Et on est parti de Ducos avec un terrain qui se trouve entre le McDo du quartier Bac et le rond-point de Carrère, où il y a une construction prévue de 22 000 mètres carrés sur un terrain qui est bordé par une rivière qui est en zone inondable, donc ça s'appelle Pays Noyer. Ce terrain, c'est vraiment très particulier. Comment ? C'est vraiment très particulier parce que quand on dénonce les conséquences environnementales et économiques, puisque non loin il y a les commerces du Bourg, donc les 3 projets donc à Ducos, au Saint-Esprit, au Vauclin sont à proximité des bourgs, sur des terrains qui ont été déclassés, avec des risques pour des atteintes environnementales, économiques et sociales. Et donc le convoi est parti de Ducos. On a décrit les projets. À Ducos, au Saint-Esprit et au Vauclin. Nous sommes arrivés aux Salines pour dénoncer aussi le fait que des promoteurs visent des projets aux Salines, et nous voulons préserver le site des Salines qui est unique au monde et qui a un écosystème unique au monde. Et ce convoi a été possible grâce à Sauver la vie Saline, une association écologiste qui défend juridiquement également les Salines, le MODEMAS, le comité utile, Ultramarin, Territoire Indépendant, Liberté, Écologie et Solidarité, la SOPAMAR bien sûr, le RPRAC, la CGTM, le syndicat des jeunes agriculteurs, le syndicat des agriculteurs empoisonnés au chlordécone, Conscience Matnique, le MIR, Résistance, les associations de commerçants de Ducos, du Saint-Esprit, du Vauclin, des Salines et de Sainte-Anne. Donc nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette manifestation et tous ceux qui s'y sont intéressés. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Oui. Alors moi, juste 2 phrases, pour être très court. Je veux saluer la mémoire d'une dame, une grande Martiniquaise qui s'appelle Romaine Savon, qui est décédée cette semaine et qui a été une des moteurs du développement des établissements pour enfants handicapés en Martinique, qui a été directrice de l'IME de l'Institut médico-éducatif de Sainte-Marie, après des Fougères, près de l'Évêché, qui était une grande directrice et qui est décédée cette semaine. Je lui rends hommage. Bon, voilà. Et puis, je voudrais dire aux Martiniquais, si vous avez un film à aller voir cette semaine, allez voir Kidnapping. C'est un film qui a été produit par un type qui s'appelle Bruno Moural, par des Haïtiens, sur la situation actuelle d'Haïti, mais avec des acteurs de génie. C'est une tragicomédie sur l'enlèvement à Haïti et sur tout ce qu'il y a autour. Ce film-là dénonce, avec des acteurs jeunes formidables, dénonce la violence évidemment extrême, dénonce le trafic, la corruption des élus, la corruption de la police. Ça dénonce tout. Allez voir ce film. Au cinéma ou bien sur Netflix? Au cinéma, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Okay. Et vraiment, les gens, alors que c'est tragique, c'est vraiment tragique, mais les gens deviennent fous de rire dans la salle. Très bien. Et concernant la chlordécone, j'ai cru comprendre qu'il y a une petite lueur d'espoir. Oui. Donc, espérons que cette lueur... Grâce à des faits juridiques qui n'avaient pas été... la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité sur l'empoisonnement, finalement, va être présentée devant le Conseil d'État. Bien, on a peut-être une chance qu'enfin, ce soit pris sérieusement. Merci à tous les 4. Passez un excellent week-end. C'est une question assez complexe sur le plan juridique. Tout à fait. La QPC. Oui. La QPC, oui. Oui, tout à fait. Très bien, mais je croyais que c'était, quand je disais au revoir, que c'était compliqué. Non, je peux dire au revoir, Michel. Je peux dire au revoir. Allez, bon week-end à tous. Merci à Grégory, merci à Jordan et à très vite sur Zouk TV.